Bonjour Lude Reynaud. Bonjour, bonjour. Comment maman. ça va? Ça va très bien. J'ai Merci. beaucoup d'émotions, hein, on va être transparent, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Lude Reynaud, grandi à Trenel, un petit passage en France. Maintenant, je vis en Pologne depuis environ 10 ans. Et j'ai une fondation on fait de l'éducation créative avec le film et la technologie. Et j'ai commencé, mes premiers pas, c'était à Trace TV, au tout début de Trace. Mais alors, parle-nous de Trenel. Tu as vécu jusqu'à quel âge à Trenel et qu'est-ce que ça représente pour toi, ton enfance à Fort-de-France, dans ce quartier populaire? J'avais 12 ans. Jusqu'à 12 ans, j'ai vécu à Trenel et c'est beaucoup, il y aurait beaucoup à dire. Oui. Je pense que je pourrais écrire 2 livres, une trilogie. Mais les images sur, que tu gardes. Les images que je garde, c'est le voyage jusqu'à quand je suis parti en France, j'étais au collège. Donc le voyage de mon collège en revenant de Cassel-Sainte-Claire, ça s'appelait à l'époque, je sais plus si ça existe, jusqu'à Trenel, et cette odeur de pain au chocolat, parce que pour moi c'était ça se terminait, l'école se terminait, et j'avais ce petit remontant, ma mère me donnait toujours quelques francs pour acheter à manger, donc j'achetais toujours mon pain au chocolat. Trenel, c'est beaucoup d'émotions, parce que j'étais aussi à un moment où, je crois que c'était le crack faisait son apparition, tout ça, donc il y avait de tout. C'est-à-dire tout l'éventail d'émotions qu'un être humain peut ressentir, c'était tout ça en même temps. Et alors, tu pars en France, donc ton parcours professionnel, donc tu as amené effectivement, tu as découvert l'audiovisuel. Et puis, tu as travaillé, effectivement, tu étais stagiaire à Trace. Et là, tu t'es passionné pour cette matière, hein, même si tu avais fait un voyage aussi avant en Amérique latine. Oui, j'étais aussi allé en Amérique latine. C'était ma première vidéo, justement, je l'ai faite. Ça s'appelait 7 jours à Buenos Aires. Donc, j'avais fait le montage avec des cassettes, tu sais, les cassettes VHS, copiées reliées au magnétoscope, et un montage comme ça, un peu manuel. Et ça m'avait passionné de voir l'histoire qui commençait à se créer. En fait, c'était surtout ça, l'histoire. Et je me souviens, étant petit, je racontais à mes camarades de classe que j'étais parti au Venezuela, qu'il y avait la jungle. Non, mais Lutte, c'est pas vrai. Comment tu mens? Non, mais je vous dis ça, tu vois. Et j'étais toujours dans ce truc de storytelling. Et donc là, c'était juste une continuité, en fait. Et c'est pour ça que... Et dans quelles conditions tu pars en Pologne? C'était un peu... je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça. Je disais, il y a un truc en Pologne qui se passe. Je peux aller faire mon premier reportage. Et tu m'avais donné ton feu vert. Tu m'avais dit, tiens, vas-y. Et j'avais pris 2 petites caméras. Et j'étais parti et j'avais pas d'idée vraiment. Parce que tu vois, à Trace, j'avais fait les news, j'avais filmé un petit peu. Mais j'avais pas fait quelque chose du début jusqu'à la fin. Et donc, j'avais préparé mon premier reportage, ça s'appelait Vibe in Poland, ou Vibe in Warsaw, quelque chose comme ça. Et j'étais revenu, je t'avais montré, tu avais dit, c'est sympa, il y a quelque chose, tout ça. Et j'avais proposé d'être correspondant. Mais à l'époque, voilà, il y avait quelques correspondants. Je crois qu'il y avait des gars à Cuba. Et la Pologne, ça sortait de nulle part. Tu vois, tu m'avais dit, mais la Pologne, tu vois. Et moi non plus, je savais pas. Tu vois, c'était vraiment le truc, tu vois, qui te prend un peu au trip. Je te dis qu'il y a un truc là, parce que je m'étais dit, on m'avait donné j'étais parti en vacances, on m'avait donné un CD de hip-hop, de hip-hop polonais. Et moi, ça m'avait choqué un petit peu. Et t'imagines, j'étais avec un ami à moi, Eric, on est deux blacks, en Europe de l'Est, dans une petite Peugeot, tu vois, 207, et on écoute du rap polonais. C'était surréaliste. Surréaliste, voilà, c'est le mot, surréaliste. Donc, donc en me disant, en voyant ça, en voyant la philosophie, pas la philosophie, on va dire le programme éditorial de Trace qui était axé hip-hop. Donc je m'étais dit que fallait essayer de faire quelque chose avec ça. Et tu es retourné et tu t'es installé là. Et tu as fait souche en Pologne, à Varsovie. En Pologne, voilà. Tu t'es marié, tu as des enfants. Voilà, j'ai 2 enfants, voilà, je suis là, c'est la base. C'est ma base. Et comment tu as appris? Parce qu'à un moment, tu as fait du cinéma aussi. Oui, en fait, le cinéma, c'est mon hobby là-bas. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de blagues qui parlent polonais en plus. Donc, on m'invite tous les ans, on va dire tous les 10 mois, tous les 12 mois, on va dire tous les ans à peu près. Un réalisateur ou quelqu'un qui travaille dans le film me dit, bon, lui, on a un truc, on a besoin de toi. L'année dernière, c'était Netflix. Il y a un film qui s'appelle Boxer. Ils avaient besoin d'une silhouette. Et comment ça fait 15 ans que tous les ans on m'appelle pour faire un truc, donc j'ai le statut entre guillemets d'acteur professionnel. Donc c'est mon hobby. Mais tu joues des rôles de noir, on va dire. Le méchant. Le méchant. J'ai jamais le stéréotype. Le stéréotype. Le stéréotype stéréotypé. Le stéréotype. Et en plus je suis perfectionniste, donc j'aime bien. On me dit bon là tu vas jouer un bandit, donc je me fais une petite moustache, tu vois. J'essaie
J'essaye les faces, tu sais, devant la caméra. You're talking to me, tu vois, j'essaie de prendre la voix et en polonais. Hein. Non, et c'est le jeu, j'aime bien ça. Je pourrais pas en faire mon métier. Premièrement, comme tu dis, les stéréotypes ont la vie dure. Donc, je suis soit m'ont dit le meilleur rôle que j'ai fait, je crois que c'était un docteur qui voulait se marier pour les papiers et finalement, il épouse la mère. La mère de la personne. Donc, non. Là, c'est trop tordu. Trop tordu. Mais alors, on parle de la Pologne. C'est quoi l'état d'esprit? Parce que c'est loin. Hein. Oui. Quand on parle de l'Europe, on parle de plusieurs Europes. Oui. La Pologne a une frontière commune d'ailleurs avec l'Ukraine. Tu es au cœur de l'Europe, là? Là, oui. Comment tu vis? Est-ce que tu te sens européen, toi, alors que les Martiniquais ont plutôt du mal à se sentir européens, tellement c'est loin? Comment tu te sens par rapport à ce centre de l'Europe? C'est une bonne question, en fait, parce que j'ai eu un moment où, pendant 14 ans, je ne suis pas rentré au pays, j'étais en Pologne déjà. Et j'avais beaucoup de questions par rapport à l'identité. Qui je suis? Et ça a été étayé, ça a été un peu bouleversé en me rappelant on avait, pour illustrer un petit peu, on a cette danse, la mazurka, qui est à nous, qui est créole. Et j'étais dans une grande salle de concert, et il y avait une artiste qui s'appelait Loura. Et elle a dit à un moment, une artiste lusophone, donc qui parle portugais, du Cap-Vert, et qui disait, maintenant on va vous jouer une mazurka. Et j'ai sursauté en même temps que tous les Polonais de la salle, parce qu'eux aussi ils ont la mazurka. Donc des fois, il faut peut-être aller aux antipodes de ce qu'on pense que c'est l'antipode de notre culture pour comprendre une partie de nos racines. Et j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit, aujourd'hui, je suis martiniquais, je suis français, ça fait 20 ans que je suis en Pologne, je suis aussi polonais. L'identité, c'est une addition. Tout ce qu'on va prendre sur le chemin, on va l'intégrer, ça fait partie de notre identité. Toi qui est loin, tu reviens là ces jours-ci, est-ce que tu suis précisément ces questions identitaires qui traversent la société martiniquaise et toutes les autres questions d'ailleurs, la crise sociale dans laquelle on est depuis quelques mois, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je voyage beaucoup aussi, donc j'essaie toujours d'avoir ce côté là où je suis, l'ancrage, mais aussi d'avoir aussi l'image qui est plus grande. Et c'est une tendance qui est un peu globale. On a tendance maintenant, comme on a d'un côté la politique qui pousse un petit peu à la polarisation, donc on se concentre sur les petites choses qu'on sait qui sont à nous. On va plus explorer. Alors que ce qui a fait notre force, pendant tout ce temps, ce qui a fait la force de la Martinique, c'est ce mélange de richesses. Et là, on est en train de se recentrer petit à petit, chacun sur sa communauté. Mais pour essayer de comprendre qui on est et où on va, il faut avoir une vision globale, parce qu'on est sur une terre qui est globale. Dans notre sang, c'est un mélange de plein de choses. Donc, il faut qu'on arrive et c'est une richesse, c'est une force incroyable. Et donc, pour moi, je dirais, aller vers la quête du savoir, quel que soit le chemin qu'on va prendre pour ça. Ça, c'est important. Un savoir qui va pas être, qu'on va essayer de trouver en dehors de ce qu'on a créé maintenant. Ça, c'est ma vérité, c'est ta vérité. C'est pas comme ça que ça marche, ça n'a jamais marché comme ça. Et pour arriver à comprendre quelque chose, pour arriver, si on veut lutter contre le racisme, on va regarder ça comme une grippe. Et pour comprendre, pour lutter contre la grippe, on comprend ses symptômes. On doit parler à tous les acteurs de ce qu'on appelle ce sentiment de racisme, ou des gens qui ne l'ont pas du tout. On doit réunir tous les acteurs pour arriver à comprendre quelque chose. Et je pense que c'est pareil pour la Martinique, ou les Antilles en général. Là, je vois qu'il y a un vent de revendication. Aller vers le savoir qui on est, savoir qui était mon grand-père, savoir ce qui s'est passé, savoir vraiment pourquoi on a aboli l'esclavage. Est-ce que c'était comme on nous dit, quelqu'un était gentil, a dit bon, allez maintenant on va arrêter parce que c'est pas bien. Il faut pousser ça. Oui. Mais toi, tu es dans le dialogue et tu es un homme de dialogue et le fait d'être le seul noir à Varsovie t'a mis aussi, j'imagine, dans des situations désagréables, mais aussi où tu étais obligé peut-être aussi d'entendre, d'aller vers les autres aussi peut-être, non? Et de comprendre. Tu vois, ça m'a poussé à faire. J'ai fait une exposition. Au début, je faisais des expositions vidéo. Je pars un petit peu des fois. Le deuxième hobby, c'est l'art. Donc, je fais beaucoup de choses artistiques, tout ça. Et j'ai fait une série de performances sur le code noir. Et à la fin, tout ce que j'ai entendu comme insulte à Varsovie, tu vois, quand tu vas chez l'oculiste, tu vois, tu dois voir des mots. Et donc j'ai écrit comme ça, donc des mots forts, nègre, tout ça. Asphalte, on entend souvent ça en Pologne. L'asphalte. Oui. Et j'ai écrit tout ça. Et en tout petit, il fallait s'approcher. J'ai écrit humain.
Et donc, c'était pour, voilà, encore une fois, recentrer. Mais on se rend compte que, par exemple, je parlais de racisme, qu'en Pologne, c'est un racisme ignorant. Tu as été victime de ça, hein? Oui, mais en fait, moi, je dis toujours, je pèse 110 kilos, je fais 1,90 m, je peux toujours me battre, mais je préfère parler. Oui. Tu vois, et des fois, on m'a dit, oui, le noir. Et je suis allé voir les gens. Je dis, toi, tu vois un noir. Moi, je vois un être humain. Je vois quelqu'un qui souffre, des fois quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui pleure. Je dis, moi aussi, j'ai ça. Et en partant, il m'a dit, pardon. Parce que lui, il voit ce gros noir, il se dit, bon, lui, c'est un King Kong, tu vois. Mais en lui parlant dans sa langue, il redescend. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il bug. Tout ce qu'il a, on t'a dit, les noirs sont bêtes, on lui parle dans sa langue propre. Tu comprends? Oui. Et donc, ça m'aide aussi à comprendre quelque chose, à différencier les choses, à pas avoir un monolithe, les gens nous aiment pas parce qu'on est noir, blablabla, rentrer dans un truc de victimisation. Alors que là, je dis non, je vais mettre ça, enfin, ça va pas m'atteindre. Tu vois, maintenant, je sais qui je suis une belle addition et je dois faire passer ça. On doit, tu vois. Oui. Et donc à Varsovie, en Pologne, donc tu as créé, tu as deux entreprises, deux organisations, une fondation, qui est beaucoup d'ailleurs, qui travaille beaucoup à l'inclusion, et puis une société de production. Oui. Tu peux nous parler de ces deux outils-là que tu as? Alors la fondation s'appelle Ponato, ça veut dire plus loin en français. Oui. Et j'essaie de trouver une sorte de besoin. Et c'était même pas, en fait, pour parler franchement, au départ, je n'étais pas parti là-dessus. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être essayé d'être réalisateur, tu vois, avec Trace, ça c'est un peu terminé tout ça, bien sûr, en bon terme. Et je voulais, c'était un chapitre, en fait, qui se tournait. Et je cherchais quelque chose à faire. Et je suis tombé sur des réfugiés tchétchènes, des enfants. Je leur ai appris la vidéo gratuitement, comme ça. Et après 6 mois, ils ont gagné un casting parce qu'ils étaient habitués à la caméra. Et j'ai dit, voilà, c'est bon. Acteur, j'ai oublié. J'ai dit, je fais ça. Et j'ai fait ça. Je suis allé en Birmanie, Myanmar. J'ai enseigné After Effects et Photoshop à des moines. Je sais pas, c'est pour moi, même quand je le dis... Improbable, tu vois, c'est improbable. Et avant les premières élections démocratiques du pays, pour expliquer aux gens ce que c'était que le vote. Et donc, je suis vraiment parti là-dedans. J'ai travaillé aussi avec le ministère de l'éducation géorgien, pour enseigner à des professeurs l'éducation créative, pour que dans leur classe, ils aient plus d'engagement et plus d'engagement et de résultats avec les élèves, qu'il y ait vraiment une plus forte interaction. Donc vraiment, je suis vraiment dans ça, dans comment réformer l'éducation pour qu'elle soit adaptée, pour qu'elle soit aussi adaptable, pour qu'on arrête de demander à des poissons de grimper sur des arbres. Donc c'est ça, d'arriver à adapter le savoir. Parce que justement, je suis toujours dans ce truc-là, cette quête de savoir. Et la boîte de production, c'est pour les ONG. Et j'ai eu la chance, après 1 an d'existence, qu'on ait une très grosse boîte financée par Bill et Melinda Gates, qui s'appelle Partner in Health, c'est des Américains, qui m'ont contacté parce qu'ils ont rencontré un monsieur qui m'a rencontré il y a 13 ans en Géorgie, qui a dit, lui, c'est votre gars. Tu vois, donc la vitrine qu'on venait de créer pour notre boîte donc ça a marché avec eux. Donc je travaille maintenant avec ces Américains-là. Comment tu interprètes ton parcours qui est fait de rencontres, de hasard? Parce que est-ce que tu es heureux? Heureux parce que tu sais, pour retrouver son identité, il faut renouer avec son innocence perdue. Mais cette innocence perdue avec un niveau de créativité énorme et qu'on peut passer. Et en fait, je me rends compte, des fois, il y a des élèves des gens avec qui j'ai travaillé qui m'écrivent après 10 ans. Où quelqu'un me demande en Géorgie de faire une photo, et c'est quelqu'un d'adulte, et il me montre une photo d'il y a 10 ans avec lui quand il était petit. Et donc, j'ai la chance, parce qu'en général, le changement qu'on veut voir, on ne le voit pas de son vivant. Ben ouais. Mais j'ai la chance de voir qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose et maintenant, je me dis, mais je ne prends pas ça avec prétention, puisqu'on vient à l'innocence perdue, comme je disais, et c'est l'étincelle, c'est une étincelle. Et ça, j'aime bien. La suite pour toi, c'est quoi, Lune? La suite, c'est qu'il faut maintenant, avec l'avènement de l'IA, il faut rentrer un peu dans la technologie. Mais toujours pareil, j'ai vu une Kenyane qui parlait, on parle beaucoup d'IA, de comment on va faire de l'argent, tout ça. Et la seule entité africaine que j'ai vue du continent africain, c'était une jeune Kenyane qui disait qu'ils utilisaient l'IA c'était pour aider les agriculteurs. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et pour moi, la suite, c'est ce niveau étincelle, de le mettre peut-être à un plus haut niveau avec la technologie, de passer cette essence. Pour moi, pour résumer, je dis souvent que l'éducation, l'ADN de l'éducation, c'est la faculté d'adaptation,
l'esprit critique et le travail d'équipe. On passe tous notre bac tout seul, mais qui a construit une voiture tout seul? Qui a fait ce studio tout seul? Donc c'est vraiment, je suis vraiment là-dessus et d'essayer d'amener ça avec là aussi la technologie. Essayer d'aller voir ce que font, mais je veux le faire dans les Antilles, Donc tu reviens en ici. Afrique noire. C'est là que j'ai envie d'aller. Et tu reviens ici en Martinique un peu? J'ai envie de revenir ici en Martinique, faire des choses. Oui. Si j'ai l'occasion, je sais que maintenant j'ai pas mal de choses qui sont en cours avec Sainte-Lucie, Oui. qui sont vraiment ouverts, qui ont aussi un besoin. Oui. Donc c'est dans le film et dans l'éducation. Donc j'ai eu la chance aussi d'être la moitié Saint-Lucien. Donc voilà. Donc pour le futur, continuer à être une étincelle, continuer à passer ça. Le mot de la fin, ce serait quoi, Lude? Le mot de la fin, c'est ce que Shakespeare a dit. Il y a beaucoup de citations sur Internet, mais qu'il y a quelque chose de sublime dans le vol d'un moineau. Ben, c'est d'arriver à chaque petite chose de notre vie, la trouver belle, parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller demain. Et c'est ça que j'ai envie de dire, de chercher la beauté. Merci, Lude Reynaud. Merci, Barbara.